Rebonjour à tous. Leonardo Panura étant arrivé, nous allons pouvoir, est-ce qu'on m'entend? Oui. Commencer cette rencontre. Avant de commencer, donc je profite de ces premières minutes pour vous indiquer qu'à l'issue de cette rencontre, il y aura donc une séance de dédicace grâce à la librairie Tonnet, qui est venue avec des ouvrages de Leonardo Padura. Donc voilà, n'hésitez pas à la fin de la session à donc aller donc acheter les livres et les faire dédicacer par l'auteur que nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui. Donc je suis donc vraiment honorée de recevoir aujourd'hui Leonardo Padura à l'université de Pau et des Pays de l'Adour. Donc dans un cadre un peu complexe qui est à la fois donc vous l'avez compris, celui du festival Un aller-retour dans le noir avec lequel nous collaborons depuis plusieurs années, mais également peut-être pour les curieux, vous aurez remarqué qu'il s'agit aussi d'un colloque universitaire donc qui est lui-même donc s'inscrit dans une collaboration avec le festival, colloque universitaire consacré à la question des relations entre roman noir et journalisme. Alors il nous a semblé que Leonardo Padura était un invité tout à fait idéal dans le cadre de ce colloque. Donc ce colloque qui est lui-même un partenariat avec l'université de Chambéry, mais bon, je ne vais pas m'étendre sur ces divers partenariats, simplement remercier les gens qui ont rendu cette rencontre possible. Alors d'abord Leonardo Padura pour sa présence, bien entendu, mais aussi donc les deux organisateurs du festival, Un aller-retour dans le noir, Stéphane Laborde et Jean-Christophe Tixier. Et puis également Sylvie Dagréou du dispositif Enfin Jeudi, qui donc me permet d'accueillir depuis 4 ans maintenant des auteurs hispanohablantes, hispanophones, donc soit espagnols, soit latino-américains, comme aujourd'hui Leonardo Padura. Donc voilà, je remercie l'ensemble de ces personnes. Et je vais passer donc à une petite présentation de Leonardo Padura. Donc on ne présente plus Leonardo Padura, mais je vais quand même le présenter. Donc on ne présente plus Leonardo Padura, qui est certainement aujourd'hui l'un des écrivains latino-américains les plus célèbres, en particulier chez les amateurs de polar. Alors je tiens à dire tout de suite que j'ai axé ma présentation sur sa production policière pour des raisons, on va dire, universitaires, mais bien entendu, je pense que vous le connaissez tous pour l'ensemble de sa production romanesque. Et donc, voilà, je me centrerai pour ma part sur la série Mario Conde, dont nous parlerons aujourd'hui. Donc, ancien journaliste, scénariste, auteur d'une thèse consacrée à l'Inca Garcilaso de la Vega, Leonardo Padura s'est fait connaître au début des années 1990 avec son personnage de détective récurrent Mario Conde, créé dans son roman Pasado Perfecto. Ce roman, écrit en 1989, publié au Mexique en 1991, est le premier volume de la tétralogie intitulée Les 4 saisons, dont je vous ai, on va dire, fait un petit florilège, qui se poursuit donc avec Vent de Carême. Alors j'ai tantôt cité les titres en français, tantôt en espagnol, mais vous avez à chaque fois les deux éditions. En 1993, Electra à la Havane, 1997, et qui s'achève par L'automne à Cuba, Otoño en Cuba, donc en 1998. Les 4 romans ont été écrits et publiés pendant la période spéciale, comme on appelait à Cuba, les années immédiatement postérieures à la chute de l'Union soviétique. Dans les 4 volumes, Mario Conde est lieutenant de la police de la Havane, et c'est donc en tant que fonctionnaire qu'il mène ses enquêtes. Mais à la fin du dernier roman de la tétralogie, écœuré par la corruption et par un certain nombre de problèmes, Mario Conde démissionne de la police pour se lancer dans l'écriture et dans le commerce de livres anciens. C'est désormais en tant que détective amateur, pour arrondir ses fins de mois difficiles, qu'il accepte de mener les enquêtes qu'on lui confie dans les volumes suivants. Alors, je passe donc au suivant. Alors, je vous ai mis que la version espagnole cette fois-ci. La cola de la serpiente, publié en français sous le titre de Mort d'un Chinois à la Havane. Adios Hemingway, publié en 2001, en français Adios Hemingway également. La neblina del ayer, publié en 2005, en français sous le titre de Les brumes du passé. Et enfin, Herejes,
publié en français sous le titre de Hérétique en 2013. Ce roman étant un peu particulier dans la série, peut-être que nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard. Leonardo Padura n'a jamais abandonné Cuba. Il vit encore à La Havane, et plus précisément dans le quartier de Mantilla, où il est né en 1955, car, comme il le dit lui-même, il a besoin de la réalité cubaine pour écrire. Ce rapport passionné à son pays et à sa ville, presque charnel, je dirais, ne l'empêche pas d'en donner une vision parfois très critique. Les enquêtes criminelles de Mario Conde, enquêteur cynique et désabusé que l'auteur décrit comme le petit-fils de Philippe Marlowe et le fils de Pepe Carvalho, sont autant de prétextes à lever le voile sur la société cubaine et ses faux-semblants. Son travail lui permet d'observer de près les dysfonctionnements de la société cubaine et certains tabous nationaux tels que les inégalités sociales, la criminalité, le racisme. Dans le 9e et dernier roman de la série, qui est donc le dernier publié en date, La Transparencia del Tiempo, publié en français, sous le titre de La transparence du temps en 2019. La société cubaine dans laquelle Mario Conde mène l'enquête est rongée par des inégalités plus criantes que jamais. Et je terminerai d'ailleurs cette introduction en citant un passage situé au début du roman. Tandis qu'il se rend donc chez El Murciélago, un petit délinquant, Mario Conde observe la misère qui l'entoure et médite en ces termes. Alors, j'avais prévu cette citation en espagnol, mais peut-être qu'il vaut mieux que j'ai essayé de la traduire en français hier soir. Donc, pour ceux qui préfèrent, excusez-moi, donc pour ceux qui lisent l'espagnol, voilà, vous pouvez donc accéder au texte originel ici. Et puis, je vais tenter une petite traduction en français. Donc, il vient d'arriver donc, chez ce petit délinquant qui vit dans un quartier particulièrement pauvre et dans un taudis. Et il médite en ces termes. Je prends un peu de souffle, d'énergie. Ça va bien se passer. Je ne suis pas du tout stressée. Donc, alors, je cite, donc je traduis. Il pensa que cette misère que les années avaient rendue compacte ne pouvait générer que plus de misère, et surtout, la pire d'entre elles, la misère humaine. Les visages des gens, qui lui adressaient des regards remplis de méfiance, étaient le reflet de leur âme, et leur âme, le fruit de leur milieu. La précarité extrême, décuplée au cours des 20 dernières années d'une crise qui avait fauché le rêve d'une vie meilleure à laquelle tant de gens aspiraient. Et un peu plus loin, il s'interroge de la façon suivante. Combien de couches de misère, de fatalité culturelle ou ethnique, d'exclusion et de frustration sociale séparaient ces gens des mondes parfumés et bien nourris de Yoyi, Bobby et Lizardo Soler, ce sont d'autres personnages du roman, et autres qui évoluaient dans les hautes sphères invisibles à l'œil nu. Cohabitaient-ils tous dans le même temps historique et dans le même espace géographique, et où, entre ces extrêmes, se situait, excusez-moi, il me manque des mots dans ma traduction. Et où, entre ces extrêmes, se situaient donc des gens comme lui-même et ses amis. Merci beaucoup. Je suis complètement perdue, mais ça va bien se passer. Donc, qu'est-ce qui les empêchait de s'élever ou bien de tomber plus bas? Voilà. Donc, c'est sur ce passage traduit mal que bien, plutôt mal que bien d'ailleurs, donc que je vais donc laisser la parole à Leonardo Padura. Et donc, je commencerai peut-être par une question. Alors, excusez-moi, avant de lui laisser la parole, je voudrais d'abord remercier mes deux collègues qui ont accepté de m'accompagner pour animer cette rencontre. Donc, Paola Martinez de l'Université de Tours, qui travaille régulièrement sur l'œuvre de Padura, et Corinne Ferrero de l'Université de Pau, qui a accepté de venir me seconder pour se charger de la traduction. D'accord ? Donc, voilà. Donc, je les remercie toutes les deux chaleureusement d'être là pour m'accompagner aujourd'hui. Et donc, nous allons donc céder la parole à Leonardo Padura. Et je commencerai par une question donc, qui, évidemment, est en lien avec la thématique de ce colloque. Je lui demanderai donc quel lien, évidemment, il établit entre son activité de journaliste passée et l'écriture de polar. Et je lui demanderai si donc, certains de ses romans sont directement inspirés d'affaires réelles. ¿Entiende o...? Sí, sí. Muy buenas tardes. ¿Me oyen bien? Sí. Muy buenas tardes.
por supuesto, quiero en primer término agradecer al Festival de Novela Negra de aquí de Pau y a la universidad la posibilidad de tener este encuentro con ustedes esta tarde. Donc Leonardo Padura remercie les organisateurs de ce festival et la possibilité qu'ils lui donnent d'avoir cette rencontre avec vous aujourd'hui. Y un agradecimiento especial a mis compañeras de mesa que no solamente me van a ayudar, sino que embellecen el panorama de esta parte de acá. Et donc un merci à nous autres, voilà. Siempre es mejor estar acompañado de mujeres bellas que de hombres feos. Il vaut toujours mieux, la compagnie des belles femmes vaut mieux que celle des hommes laids. Yo comencé mis intentos de escritura conjugando al mismo tiempo el trabajo periodístico y el trabajo literario. Donc mes premières tentatives d'écriture ont toujours été à partir d'une cohabitation, de combinaison avec l'écriture journalistique et littéraire. En los finales de los años 1970, cuando yo estudiaba en la Universidad de La Habana, escribí mis primeros textos para algunas revistas literarias y mis primeros relatos. Donc à la fin des années 70, quand Leonardo Padura terminait ses études supérieures, il commençait à publier ses premiers textes dans des revues littéraires. Y desde entonces, la práctica del periodismo y la escritura literaria han sido dos oficios concomitantes a lo largo de toda mi vida. Depuis lors, l'écriture journalistique et l'écriture littéraire ont été deux activités concomitantes tout au long de son travail, de sa vie. La gran diferencia que puede existir entre el periodismo y la literatura es que sus funciones son diversas. La grande différence qui peut exister entre la littérature et le journalisme, c'est une différence de fonction. Les fonctions sont très différentes. El periodismo tiene una función directamente comunicativa y que expresa una realidad determinada. Le journalisme a donc une fonction communicative et qui exprime une réalité donnée, déterminée. Y la literatura tiene una función estética, denotativa, y se puede referir a cualquier realidad para referirse a la realidad que uno quiere reflejar. La littérature a donc une fonction dénotative qui peut se référer à tout autre type de réalité, fonction imaginaire, etc. Eso implica en ocasiones que el lenguaje que uno utiliza para escribir el periodismo puede ser diferente al lenguaje que utiliza para escribir novelas. Cela implique bien sûr que le langage utilisé pour l'écriture journalistique peut différer sensiblement du langage utilisé pour l'écriture de romans, l'écriture littéraire. Pero incluso puede ocurrir que uno se exprese en los dos medios con los mismos instrumentos idiomáticos. Mais il peut arriver que l'on s'exprime dans ces deux médiums, avec les mêmes instruments linguistiques. Todo depende de la dignidad que uno le confiera al periodismo y la dignidad que uno le confiera a la literatura. Tout dépend de la dignité que l'on confère à la littérature et au journalisme respectivement. El periodismo tiene una serie de condicionamientos que a veces son realmente opresivos. Le journalisme connaît un certain nombre de conditionnements qui peuvent être parfois très oppressants, oppressifs. El primero de ellos es la prisa. Realmente el periodismo tiene un tiempo de vencimiento y un tiempo de función. Concernant le journalisme, il y a la rapidité, le temps court, voilà, pour l'écriture. Oui. Y también hay un elemento muy importante que es el espacio de que dispone el periodista para poder comunicar una historia, una idea, una teoría, una hipótesis. Et bien sûr, ce qui importe, c'est l'espace dont peut disposer le journaliste pour communiquer une théorie, une hypothèse.
La novela, por su parte, es el reino de la libertad. Le roman, c'est le règne de la liberté. En la novela uno tiene el tiempo del cual uno pueda disponer, no siempre es todo el tiempo, pero uno dispone de mayor libertad en el uso del tiempo. Dans l'utilisation du temps, notamment, il n'a pas toute la liberté, mais il dispose d'une grande liberté par rapport au temps, dans l'usage du temps. Dispone de gran libertad en el uso del espacio, puede escribir una novela de 100 páginas o una novela de 1000. Il dispose aussi de cette liberté par rapport à l'espace. Il peut écrire 80 pages, 1000, 2000, 3000. Y además en la novela uno puede escribir lo mismo con un lenguaje muy cercano al periodismo o con un lenguaje que incluso puede estar cercano al de la poesía, lo que se llama un lenguaje más lírico, diríamos. Et dans le roman, il peut écrire avec un langage très proche de celui utilisé dans le journalisme ou avec un langage plus esthétique ou un langage plus poétique en nous. Pero yo tuve la suerte de practicar un periodismo que me enseñó algo que para mí es fundamental tanto a la hora de escribir periodismo como escribir literatura. Mais j'ai eu la chance d'apprendre quelque chose de fondamental eu égard à l'écriture journalistique. Y es que lo fundamental que debe hacer alguien que escribe o para un periódico, una revista o escribe una novela es conseguir la comunicación con el lector. Ce qu'il y a de fondamental tant dans l'écriture journalistique que l'écriture littéraire, c'est de parvenir à la communication avec le lecteur. Durante los años 80 yo trabajé fundamentalmente como periodista, primero en una revista cultural y después en un periódico vespertino. J'ai d'abord travaillé comme journaliste, d'abord dans une revue culturelle, puis dans un journal qui paraissait le soir. Y en ese periódico vespertino yo escribía largos reportajes para las ediciones dominicales. Et dans ce journal soir, donc, j'écrivais de longs reportages pour les éditions du week-end. Y esto es un privilegio que yo tuve en la Cuba socialista de los años 80, que es un privilegio que puede tener o que quisiera tener cualquier periodista en cualquier parte del mundo. Et c'est un privilège que j'ai eu dans la Cuba socialiste des années 80, un privilège qu'on a pu m'envier. Oui. En cualquier parte del mundo, un privilegio que quisiera tener cualquier periodista. Que beaucoup de journalistes aimeraient avoir ou auraient aimé avoir dans d'autres parties du monde à ce moment-là. Yo podía escribir de lo que quisiera, con la longitud que quisiera, y tenía el tiempo que quisiera para escribir mis trabajos. J'avais une liberté totale d'écrire sur ce que je voulais, sur quelque thème que ce soit, et surtout l'espace et le temps pour le faire, de quelque longueur que ce soit aussi. Fueron condiciones muy especiales que no suelen repetirse en el oficio periodístico. Ce furent des conditions vraiment très particulières qui n'ont pas cours en général dans le travail journalistique. Pero era la única forma, teniendo libertad de tiempo, de espacio y de elección, era la única posibilidad de poder escribir esos textos que yo escribía para esas ediciones dominicales del periódico. Mais c'était la seule possibilité pour écrire ces textes que je voulais écrire dans ces éditions dominicales. C'était l'édition dominicale. El resultado de aquello fue que el periódico para que yo trabajaba los domingos publicaba 100.000 ejemplares. Le résultat fut que ce journal tirait à 100 000 exemplaires l'édition du week-end, donc quand paraissaient les textes de Leonardo. Y unos meses después empezó a publicar 500.000 de ejemplares. Et quelques mois plus tard, 200 000 d'exemplaires. La gente hacía cola en los estanquillos los domingos por la mañana para comprar los periódicos, a ver qué historia se le contaba en ese periódico. Donc les gens faisaient la queue le dimanche dans les kiosques pour voir quelle histoire on allait raconter cette semaine. Eso ocurre en un momento en el que yo había escrito mi primera novela, que es una novela que todavía no está traducida al francés, que se llama Fiebre de caballos, que se publicó en Cuba en los años 80.
Alors cela s'est produit au moment où Leonardo avait écrit son premier roman, qui n'a pas encore été traduit en français, qui s'intitulait Fiebre de caballo. Que se publicó en Cuba en los años 80. Ah, voilà, qui a été publié, mais qui fut publié à Cuba dans les années 90. Cuando yo Dans les termino, années 80, pardon, excusez-moi. cuando yo termino esta etapa del periódico que duró 6, 7 años, en el año 1990, escribo la primera novela de la serie de Mario Conde. Voilà. Donc, lorsque se termine cette première étape d'écriture journalistique qui a duré environ 6 ou 7 ans, en 1990, Leonardo Padura écrit le premier roman de la série de Mario Conde. Y entre aquella primera novela, Fiebre de Caballo, y Pasado Perfecto, es evidente que a ese escritor le ha ocurrido algo en su capacidad profesional. Il est évident qu'entre ce premier roman, Fiebre de Caballo, et Pasado Perfecto, quelque chose est arrivé à cet écrivain, à ses capacités créatrices. Y lo que pasó fue el ejercicio de ese periodismo que hice durante los años 80. Et ce quelque chose, c'est l'exercice vraiment de l'écriture journalistique au cours des années 80. Creo que mi crecimiento, mi evolución como escritor se debió mucho al ejercicio de ese periodismo que hice en esos años. Donc mon évolution comme écrivain doit beaucoup à cette période de ma vie, à cet exercice de l'écriture journalistique. Uno de mis mayores orgullos como escritor es haber hecho ese periodismo y lo que ha pasado con ese periodismo. C'est une de mes grandes fiertés en tant qu'auteur d'avoir pratiqué ce journalisme et ce qu'il est advenu suite à ces exercices d'écriture. Porque no solamente fue leído en ese momento en que se publicaban los periódicos y la gente compraba los periódicos para leerlos. Car non seulement ce sont des textes qui ont été lus à ce moment-là de manière extrêmement massive, puisque les gens faisaient la queue pour acheter ces exemplaires, sino que muchos de esos trabajos, después reunidos en libros, se siguen publicando todavía hoy. Mais nombre de ces écrits, de ces travaux, sont encore publiés aujourd'hui, réunis sous forme de livres, de compilations. Recientemente ha habido ediciones españolas, argentinas, de muchos de estos textos, colombianas, va a haber una dentro de poco, de estos textos. Donc il y a eu plusieurs éditions, argentines, España, en Espagne aussi, en Colombie, de ces textes, donc de la période de l'écriture journalistique de Leonardo Padura. Lo cual no es habitual, porque el periodismo por lo general tiene una fecha de vencimiento, como las medicinas. Ce qui vraiment n'est pas courant, puisque le journalisme, les textes journalistiques ont une date de péremption, comme les médicaments. ¿Qué cosa es lo que ha hecho que esas historias donde yo cuento el origen del barrio chino de La Habana, la vida de un proxeneta cubano de principios del siglo XX? Alors, qu'est-ce qui fait que ces textes dans lesquels je raconte l'origine du quartier chinois de La Havane, la vie d'un proxénète, je n'ai pas retenu, du 19e siècle, etc. La historia de los franceses que huyen de Saint-Domingue, de Haití, y van a Cuba y fundan los primeros grandes cafetales en Cuba. L'histoire des Français qui fuient de Saint-Domingue et de Haïti, des révoltes, et qui fondent les premières plantations de café à Cuba. ¿Qué cosa es lo que hace que esos trabajos se sigan leyendo todavía hoy? Qu'est-ce qui fait donc que ces textes continuent d'être lus aujourd'hui? No es el periodismo, es la literatura que hay en ese periodismo. Ce n'est pas le journalisme, c'est la littérature qu'il y a dans ces textes journalistiques. En el trabajo, por ejemplo, que yo cuento la historia de ese famoso proxeneta cubano. Dans le texte dans lequel je raconte l'histoire de ce célèbre proxénète cubain. La introducción del trabajo, yo cuento el sueño que tiene ese personaje el día en que lo van a matar. Je raconte dans l'introduction de ce texte le rêve que fait ce personnage le jour où il va être tué. Nadie sabe lo que soñó ese hombre
o si soñó el día que lo iban a matar. Évidemment, personne ne sait ce que cet homme a rêvé, ni même s'il a rêvé le jour où on allait le tuer. Eso es pura literatura. C'est pure littérature, fiction, invention. Y por supuesto que los que han leído Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, esto les sonará conocido. Évidemment, pour tous ceux qui ont lu Chronique d'une mort annoncée de Gabriel García Márquez, tout cela a un air de déjà vu ou de quelque chose de connu, évidemment. Yo cuento también en uno de esos reportajes la historia de un pequeño pueblo de Cuba que en 100 años de historia se quemó, se incendió 7 veces hasta que desapareció. Je raconte aussi dans ces textes l'histoire d'un petit village de Cuba qui, en 100 ans, a brûlé 7 fois et qui a disparu. Y la historia está contada desde el punto de vista de un muerto que está enterrado en el cementerio del pueblo. Et l'histoire est racontée à partir du point de vue d'un personnage mort qui est enterré dans le cimetière de ce village. Por supuesto, nadie ha entrevistado a un muerto. Évidemment, personne n'a jamais pu faire une interview à un mort. Pero Juan Rulfo escribió una novela que se llama Pedro Páramo, que todo lo que leemos son conversaciones entre muertos. Mais justement, Juan Rulfo, l'écrivain mexicain, a écrit Pedro Páramo, dans lequel tous les personnages sont des personnages qui échangent entre eux morts. Entonces lo que yo hice fue escribir periodismo con recursos de la literatura. Ce que j'ai donc fait, c'est d'écrire, de faire du journalisme avec les moyens de la littérature. Y fue lo que me permitió a mí crecer como escritor a lo largo de estos años. Et c'est ce qui m'a permis de grandir comme écrivain tout au long de ces années. Yo creo que ese fue el gran aporte, la gran ganancia que yo tuve con la práctica del periodismo en esa etapa de mi trabajo. Ça a été vraiment le grand apport pour moi du journalisme dans cette étape de mon travail. En el año 1990 yo me voy de ese periódico, voy a trabajar a una revista cultural y empiezo a hacer mucho menos periodismo. En 1990, je quitte ce journal et je vais travailler au sein d'une revue culturelle. Je fais beaucoup moins de journalisme. Es la época en que empiezo a escribir mis novelas de la serie de Mario Conde y en 5 años escribí 3 novelas, escribí un libro de ensayo sobre Alejo Carpentier, escribí guiones de cine. C'est l'époque où je commence à écrire les romans de Mario Conde. J'écris en 5 ans 3 romans, un livre sur Alejo Carpentier, des scénarios de cinéma, voilà. Pero yo necesitaba seguir haciendo periodismo. Mais j'avais besoin de continuer à faire du journalisme. Y a partir de ese momento empieza una nueva etapa de mi relación con el periodismo. Et à partir de ce moment-là, commence pour moi une nouvelle étape de mes relations avec le journalisme. Escribo menos reportajes y más crónicas periodísticas. J'écris moins de reportages et plus de chroniques journalistiques. Y desde entonces el periodismo ha sido un complemento de la literatura. Et depuis lors, le journalisme est devenu un complément de la littérature. No todas mis preocupaciones yo las puedo resolver, las puedo canalizar a través de mis novelas. Je ne peux pas résoudre et canaliser chacune de mes préoccupations à travers l'écriture des romans. Y en ese sentido utilizo el periodismo para canalizar esas otras preocupaciones. Et dans ce sens, j'ai donc besoin du journalisme, de l'écriture journalistique pour canaliser ces diverses préoccupations. Lo que ocurre es que a ese periodismo le sigo entregando la dignidad que tenía aquel periodismo anterior que yo hacía. Mais je continue néanmoins de conférer cette dignité à l'écriture journalistique comme je le faisais avant. Y por eso ese periodismo también se publica después en libros y se reedita y se vuelve a publicar en libros.
C'est la raison pour laquelle ces travaux journalistiques plus récents continuent d'être publiés en livres aujourd'hui encore. Yo creo que una parte importante de la vida cubana de los últimos 30 años se puede leer paralelamente en las novelas del personaje de Mario Conde y en el periodismo que yo he hecho en estos años. Ainsi, une partie très importante de la vie et de la société, de l'évolution de la société cubaine peut se lire à travers les romans de Mario Conde, tout autant que dans les chroniques journalistiques que j'ai continué d'écrire. De alguna manera me he propuesto crear una memoria de la vida cotidiana cubana desde la perspectiva del hombre común. D'une certaine manière, on pourrait dire que j'ai essayé de construire une mémoire de la vie quotidienne à Cuba depuis la perspective de l'homme banal, commun. Por supuesto, ese periodismo que yo he escrito no se ha publicado en los medios oficiales cubanos. Évidemment, ce journalisme que j'écris n'a pas été publié dans la presse officielle cubaine. Y mientras tanto, mis novelas, que sí se han publicado en Cuba, han tenido una distribución muy silenciosa en el espacio cubano. Quant à mes romans, ils ont été publiés à Cuba, mais ont été distribués, ont connu une distribution silencieuse à Cuba. Donc. Lo curioso es que, bueno, no se publica ese periodismo, se publican poco y mal las novelas, pero recibo en Cuba todos los reconocimientos oficiales posibles. Ce qui est curieux, c'est que donc, ces chroniques journalistiques ne sont pas publiées à Cuba. Mes romans le sont, mais peu et mal. Néanmoins, je reçois tous les honneurs officiels à Cuba en tant qu'écrivain. Soy Premio Nacional de Periodismo Cultural y Premio Nacional de Literatura de Cuba. Donc, j'ai reçu le prix national de journalisme à Cuba et le prix national de littérature, c'est ça? Pero no salgo en los periódicos cubanos hace 10 años, no se habla de mí. Mais je ne suis pas citée dans les journaux cubains depuis plus de 10 ans. On ne parle pas de moi. Son situaciones locales bastante complejas y difíciles de explicar y de entender. Ce sont des particularités locales assez complexes et difficiles à comprendre et à expliquer. Pero creo que es una función, una misión, un empeño que cumplo con mucha responsabilidad. Mais ma fonction d'écrivain, de journaliste, je la remplis, je continue de l'exercer avec la plus grande responsabilité. Y sigo pensando que tanto el periodismo como la literatura pueden ser vehículos de comunicación. Et je continue de penser que la littérature, comme le journalisme, l'écriture journalistique peuvent être des véhicules de communication avec y también le lecteur. Pienso algo que está detrás de esa posible comunicación. Et je pense aussi à ce qui est peut-être en deçà de cette possible communication. Como todos sabemos, la verdad es relativa. Comme nous le savons tous, la vérité est relative. Un mismo hecho, visto desde 2 o 3 perspectivas, puede tener lecturas diferentes. Et un même fait vu depuis 2 ou 3 perspectives peut avoir des récits et des significations différentes. Sin embargo, la mentira es absoluta. Cependant, ceci étant dit, le mensonge est absolu. Y les puedo asegurar que ni en mi literatura ni en mi periodismo hay una sola mentira sobre Cuba. Et je peux vous assurer que tant dans mon travail journalistique que dans mes romans, il n'y a pas le moindre mensonge sur Cuba. Seguramente mi verdad no es la única verdad, pero es verdad. Sans doute ma vérité n'est-elle pas la seule vérité, mais elle est vraie. Merci.
c'est... Voilà. Bon, alors on va essayer de trouver d'autres questions. Peut-être, je me permets de revenir sur la presse et sur le journalisme. Et je voulais donc revenir sur un passage de Paisaje de Otoño, qui est situé au début du roman, qui m'a beaucoup interpellée, donc je voulais le citer, et puis peut-être vous poser une question à partir de cette citation. Au début du roman, donc Mario Conde, je cite en espagnol et on traduira après, donc recoge el periódico doblado debajo de la puerta para colocarlo junto al inodoro y darle en su momento el uso que merece aquel papel manchado de tinta. Donc en fait, il récupère le journal hein, qui est plié sous la porte et il l'amène aux toilettes pour le moment venu en faire l'usage qu'il mérite, d'accord. Il qualifie donc de ce papier de taché d'encre, hein, enfin voilà. Donc ma question était donc que pensez-vous de la presse à Cuba? On a compris plus ou moins, bien entendu, mais est-ce que vous pouvez donc développer à partir de cette citation? Sí, en los últimos 15-20 años, dans les dernières 15-20 années, el fenómeno de la circulación de la información ha cambiado radicalmente. Le phénomène de la circulation de l'information, a changé considérablement. Al punto de que una forma tradicional de circular la información, que eran los periódicos, están hoy en crisis. Au point que la forme la plus traditionnelle de circulation de l'information, les journaux, sont aujourd'hui en crise. La rapidez, ya la prensa impresa tuvo un gran desafío con el surgimiento primero de la radio y después de la televisión. La presse écrite a déjà eu fort à faire avec l'apparition de la radio, de la télévision. Pero la aparición de Internet y las redes sociales la han puesto en una situación absolutamente crítica. Mais l'apparition évidemment d'Internet et des réseaux sociaux a mis cette presse écrite dans une situation absolument critique. En el mundo completo creo que ha existido un proceso de pérdida de jerarquía de la información. Dans le monde d'une manière générale, il existe un processus de perte de hiérarchie de l'information. Cuando uno leía un periódico, sabía que ese periódico tenía una línea editorial y respondía a unos intereses determinados. Quand on lisait un journal, on savait que ce journal avait une ligne éditoriale particulière et dépendait de certains intérêts. Por ejemplo, en el mundo español, que es el que mejor conozco fuera del de Cuba, no era lo mismo leer El País que leer ABC. Oui. Donc dans le monde hispanique, en Espagne en particulier, ce n'était évidemment pas la même chose de lire El País que de lire ABC. Pero cuando se leía un texto, había una responsabilidad sobre ese texto. Mais quand on lisait un texte de l'un ou l'autre de ces journaux, il y avait une responsabilité de ce texte. Un jefe de página, un jefe de redacción, un director del periódico, un dueño del periódico. Un responsable d'édition, un directeur de rédaction, un propriétaire de journal, il y avait une responsabilité identifiable. En los últimos tiempos, cualquiera, por cualquiera de los mecanismos de las redes sociales, puede poner a circular información. Dans les temps que nous vivons, quiconque peut faire circuler une information à travers les réseaux sociaux. Y eso ha creado un gran desafío para la prensa a nivel universal. Et c'est ce qui constitue donc un grand défi pour la presse d'une manière globale, universelle. El caso de Cuba es un caso particular en ese contexto global. Le cas de Cuba est très particulier dans ce contexte global de crise de la presse. La prensa que circula por los canales oficiales o legales es la prensa justamente oficial. Los noticieros de televisión, los de radio, los periódicos. La presse qui circule par les canaux officiels et la presse officielle, légale, à la télévision, à la radio, la presse écrite.
Elle est identifiable comme telle, c'est la presse officielle. y responde a una línea editorial que es la política del gobierno cubano, que es el que sustenta esos medios de difusión. Et elle répond à une ligne éditoriale qui est celle de la politique du gouvernement cubain qui soutient financièrement tous ces médias d'information officiels, évidemment. En Cuba, la gente dice, cuando quieras conseguir algo de comer, mira el noticiero de televisión que siempre hay comida. À Cuba, on dit, si tu veux trouver à manger, regarde le journal, les informations à la télé, tu y trouveras toujours de quoi manger. Il y a toujours à manger à Cuba aux informations. No vayas al mercado porque en el mercado no hay, pero en el noticiero siempre hay. Ne va pas au marché, il n'y a rien, mais aux infos, tu verras, les étals sont pleins. Siempre hay una visión positiva, optimista con respecto a la realidad del país. Il y a toujours dans ces médias officiels donc une vision positive, optimiste quant à la réalité du pays. En los últimos 10 años han ido apareciendo en el universo digital otras publicaciones que tienen unas perspectivas diferentes a esas perspectivas oficiales. Ces 10 dernières années, néanmoins, sont apparues à Cuba des publications digitales qui ont une perspective différente par rapport à ces médias officiels. Seguramente algunos recordarán que hace unos años el blog de Yoani Sánchez, la bloguera cubana, fue famoso a nivel mundial. Vous vous souvenez certainement, vous avez eu vent du blog de Yoani Sánchez qui a été très très célèbre à Cuba, très très partagé, très lu. Y Yoani no necesitaba hablar de política, ella solamente decía, en el mercado no hay la comida que dice el noticiero que hay. Et Yoani n'avait pas besoin de parler de politique, simplement de dire au marché, il n'y a pas tout ce que l'on voit aux infos. Eso ha ido creciendo con los años y cada vez son más los espacios que existen con una perspectiva diferente. Cette façon de véhiculer l'information a été croissant à Cuba, cette manière de présenter une perspective différente de la vie quotidienne à Cuba. Al punto que ha obligado a la prensa oficial a muchas veces dar noticias que de otra manera no se hubieran dicho nunca en Cuba. Au point que ces médias ont finalement obligé, d'une certaine manière, les médias officiels à dire des choses sur la réalité cubaine que sans cela, ces médias auraient tu, on n'aurait jamais dit. Además, hay otro problema que es un problema esencial de un principio ideológico. Et il y a aussi un problème essentiel qui est un principe idéologique. Esto yo lo dije hace unos años y querían tragarme, querían comerme porque había comentado esto que les voy a decir ahora. Alors je l'ai dit, j'ai dit ce que je vais vous dire ce que je vais vous dire maintenant, je l'ai dit il y a quelques années, on a voulu me manger tout cru. Voilà. Si eres periodista y eres militante del Partido Comunista, ante una realidad, ¿a quién obedeces? ¿A la realidad o al partido? Si tu es journaliste et militant communiste, à quelle réalité obéis-tu? À celle du parti ou à celle de la réalité? Eso crea una enorme contradicción con respecto al trabajo periodístico. Cela crée une énorme contradiction, évidemment, par rapport au travail journalistique. Pardon. Porque los medios de prensa oficiales en Cuba los dirige un departamento del Partido Comunista de Cuba. Car les médias de presse à Cuba sont dirigés par une officine du Parti communiste cubain. Eso crea una situación bastante extraña en la prensa cubana con respecto a otros periodismos. Cela crée une situation un peu étrange dans le journalisme cubain par rapport à d'autres journaux, d'autres pays. No quiero decir con esto que en ninguna parte se haga un periodismo inocente. No se hace periodismo
inocente. Je ne veux pas dire pour cela qu'on fasse du journalisme innocent partout ailleurs. Ce n'est pas vrai non plus. Las líneas editoriales de los periódicos en cualquier parte del mundo responden a posiciones políticas, a grupos de influencia económica, a determinadas posiciones político-económicas que son las que dictan y las que sostienen ese periódico. Tous les journaux ont des lignes éditoriales, lesquelles obéissent à des influences politiques, économiques, diverses et variées. El problema fundamental está en que Cuba necesita un periodismo crítico. Le problème, particulièrement à Cuba, c'est que Cuba a besoin d'un journalisme critique. Un periodismo conformista con la realidad cubana no ayuda a resolver los problemas del país. Un journalisme conformiste par rapport à la réalité cubaine n'aide pas et n'aidera pas à résoudre les problèmes de la société cubaine. Cuba tiene graves problemas con sus relaciones internacionales. Cuba a de graves problèmes dans ses relations internationales avec les autres pays, que se han agravado muchísimo en los últimos meses con la política muy agresiva del gobierno de Trump hacia Cuba. des relations extérieures qui se sont aggravées depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis et sa politique particulièrement agressive. Y esas relaciones políticas difíciles pues complican mucho la vida cotidiana, la vida económica, la vida social del país. Et ces relations extérieures compliquées avec les autres pays et surtout avec les États-Unis compliquent très très grandement la vie quotidienne des Cubains au jour le jour. Pero dentro de Cuba ocurren muchas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el bloqueo ni con el gobierno de Donald Trump. Mais à Cuba aussi arrivent tous les jours des choses qui ne sont pas liées, qui n'ont pas à voir avec le blocus commercial des États-Unis, ni avec la politique extérieure des États-Unis contre Cuba. Son responsabilidad de nuestras incapacidades, de nuestros errores, de nuestra corrupción. Beaucoup de problèmes et de difficultés quotidiennes à Cuba sont le résultat de notre incapacité, de notre... de nos faiblesses, de nos déficiences pour les résoudre. El actual presidente cubano ha dicho públicamente que Cuba necesita hacer una batalla épica contra la corrupción. Le président cubain actuel a répété il y a peu que Cuba a besoin de mener une guerre nationale contre la corruption. Une guerre épique, contre la corruption. Pero durante años, si uno decía que en Cuba había funcionarios corruptos, pues uno estaba cometiendo un acto contrarrevolucionario. Mais pendant des années, si on avait le malheur de dire qu'il y avait des fonctionnaires corrompus à Cuba, c'était un acte contre-révolutionnaire. Por lo tanto, la crítica era coartada por esas presiones que existían. Donc la critique était nécessairement limitée par toutes ces pressions politiques que j'ai décrites. Yo pienso que en estos momentos la prensa cubana está en un periodo en que necesita repensarse a sí misma en su función social. Je pense que la presse cubaine est dans un moment clé où elle doit repenser entièrement sa nature et sa fonction sociale. No estamos viviendo en el mismo país de los años 1960, 1970. Ce n'est plus le même pays dans lequel nous ne vivons plus dans la Cuba des années 60 et 70. No solo por lo que ocurre dentro de Cuba, sino por lo que ocurre a nivel global. Non seulement parce que la réalité cubaine a changé, mais aussi parce que la réalité extérieure internationale a évolué considérablement. Y un país que cada vez más se está abriendo a el acceso a Internet y a las redes sociales, pues va a sentir el peso de esa apertura al Internet y a las redes sociales. Cuba est un pays qui s'ouvre à l'Internet et aux réseaux sociaux et qui va nécessairement
faire l'expérience de ces changements, des changements liés à ces nouveaux modes de communication et d'information. El periódico no puede seguir siendo el mismo que se hacía en el año 1970, evidentemente. Le journalisme ne peut plus être le même que celui qui se pratiquait dans les années 70, c'est une évidence. Merci beaucoup. Paola, peut-être on va te laisser la parole. Oui, pour continuer à parler des journalismes, je le fais en français. Oui, en français. Oui. Pour continuer à parler des journalismes, je suis très curieuse. Et je voudrais savoir, à votre avis, pourquoi il y a eu dans les années 80 chez Juventud Rebelde cette espèce de fenêtre de liberté que, à vous entendre, n'a plus actuellement, puisque vous collaborez avec des journaux, mais fondamentalement en dehors de Cuba. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse avoir cette fenêtre de liberté et qui n'est plus possible aujourd'hui? Bueno, Cuba es un país muy raro en muchos sentidos. Cuba est une planète à part entière. C'est un pays très étrange sur des tas d'aspects. Como el sistema político y económico cubano ha sido más o menos el mismo en los últimos 60 años, todo parece que en Cuba nada cambia. Comme le système politique a été le même ces 50-60 dernières années, on pourrait avoir l'impression que rien n'a changé non plus. Pero la realidad es que la sociedad cubana ha cambiado muchísimo. Mais la société cubaine a énormément changé. En estos 60 años, pero especialmente en los últimos 30 años, después del llamado periodo especial. Tout au long de ces 60 années, mais particulièrement ces 30 dernières années, et après ce que l'on a appelé donc la période spéciale suite à la chute de l'Union soviétique. Voy a poner dos ejemplos de los cuales yo he hablado en alguna de mis novelas. Je vais donner deux exemples que j'ai pu évoquer dans quelques-uns de mes romans. En la Cuba anterior al año 1990, las personas que eran homosexuales o tenían creencias religiosas estaban marginadas en Cuba. Dans la période antérieure aux années 90, les personnes homosexuelles ou qui avaient des croyances religieuses affirmées et déclarées étaient en indélicatesse avec les autorités. Actualmente, si eres homosexual o si tienes creencias religiosas, es un mérito. Actuellement, si vous êtes homosexuel à Cuba ou vous avez des croyances religieuses affichées, c'est pratiquement un mérite. Ser heterosexual y ateo es ya una cosa muy extraña. Être hétérosexuel et athée, c'est devenu une bizarrerie, quelque chose d'assez rare. Eso les puede indicar, estoy exagerando, pero exagerando a partir de una realidad. J'exagère bien sûr, mais j'exagère à partir d'une réalité. Ha cambiado mucho el país y este fenómeno de la circulación de información ha sido fundamental en ese cambio del país. Le pays a beaucoup changé, la société a beaucoup évolué et la circulation de l'information est pour beaucoup dans ces évolutions. Por ejemplo, desde hace 10 años, los cubanos pueden viajar libremente. El 99% de los cubanos puede viajar libremente al país que le conceda un visado. Depuis 10 ans, les Cubains, 99% des Cubains, si j'ai bien compris, peuvent voyager librement dans n'importe quel pays qui leur concède un visa. Antes tenía que tener una autorización oficial para poder viajar. Avant, il fallait obtenir des autorités cubaines une autorisation spéciale pour voyager à l'étranger, ce qui n'est plus le cas. Ese hecho de poder viajar libremente, los cubanos, pues ha cambiado muchísimas relaciones de la gente con el país y de la gente con el extranjero. Cette possibilité offerte à tout le monde de voyager a changé énormément les relations entre les Cubains eux-mêmes, les Cubains avec leur propre pays, les Cubains avec les pays étrangers.
Y yo creo que esos cambios lo afectan todo, incluso la manera de realizar el trabajo periodístico. Et ces changements nous affectent tous, et y compris la manière dont on conçoit et dont on réalise, dont on mène à terme un travail d'écriture journalistique, par exemple. Hoy en día existen, por ejemplo, muchos periodistas que trabajan en medios oficiales que colaboran con publicaciones de fuera de Cuba y de esa manera obtienen una ganancia que les permite sostenerse. C'est le cas, par exemple, de nombreux journalistes qui travaillent pour les médias officiels cubains, mais qui travaillent aussi pour des médias étrangers, ce qui leur permet également de meilleures conditions de vie. Y eso a veces no es bien visto, pero no es perseguido y no es castigado. Ce n'est pas toujours bien vu de travailler ainsi pour la presse officielle et la presse étrangère, mais ce n'est pas du tout poursuivi ni illégal en aucune manière. Cada vez más el espacio de estos medios alternativos se va haciendo visible y se va estableciendo. L'espace de ces médias alternatifs est de plus en plus important et ils ont de plus en plus de visibilité dans la société cubaine. Porque creo que a nivel político se ha entendido de que vivimos en un contexto diferente. Parce qu'on a compris que politiquement, au niveau politique, on vit à Cuba dans un contexte différent. Hay una serie de textos que circulan en estos medios alternativos que son muy reveladores de la realidad cubana. Il y a une série de textes qui circulent dans ces médias alternatifs qui sont particulièrement révélateurs de la société cubaine. Y yo siempre menciono, porque los recuerdo muy bien, textos que escriben algunos economistas y que se publican en estos medios alternativos y no en los medios oficiales. Et je cite souvent certains textes d'économistes qui sont publiés dans ces médias alternatifs et pas dans les médias officiels. Porque en muchos de estos textos uno lee realmente reflexiones que lo hacen pensar sobre posibles soluciones a los problemas económicos cubanos. Et dans ces textes, donc, publiés dans les médias alternatifs, les textes d'économistes, on trouve très souvent des solutions qui permettent de penser des solutions pour les problèmes de la société cubaine actuelle. Y hace poco, uno de esos economistas, que además es miembro del Partido Comunista de Cuba, escribió algo que fue más revelador todavía. Il y a peu de temps, un de ces économistes, qui est en plus membre du Parti communiste cubain, a écrit quelque chose qui est encore plus révélateur. Y él decía, fíjense si Cuba ha cambiado, que nosotros escribimos sobre estos problemas económicos que tiene el país. Voyez à quel point Cuba a changé, puisque nous écrivons nous-mêmes sur les problèmes économiques de notre pays. Y evidentemente nadie nos lee, porque lo que decimos no lo oyen y no lo ponen en práctica. Et bien sûr, rien de ce que nous écrivons n'est mis en pratique, n'est écouté, n'est par la population, par les autorités. Porque los que tienen que oírlo realmente son los que pueden tener capacidades de decisión. Car les personnes décisionnaires à Cuba sont ceux qui devraient lire ces textes et qui manifestement ne les lisent pas ou mal. Bueno, creo que eso demuestra hasta qué punto hay una relación diferente entre lo que se hacía hace unos años y el periodismo que se puede hacer ahora en Cuba. Tout cela pour dire un peu l'évolution entre un journalisme qui s'est pratiqué jusqu'à ces 10-20 dernières années et un journalisme qui se pratique aujourd'hui à Cuba et qui a beaucoup évolué, qui est très différent. Y que de alguna manera Paula vuelve a apoyar lo que yo decía antes, que Cuba necesita repensar profundamente su periodismo. Et qui finalement confirme ou réaffirme ce que je disais, que Cuba a besoin maintenant de repenser son journalisme. Les fonctions du journalisme à Cuba ont besoin d'être repensées. No solo el periodismo. Yo pienso que Cuba tiene que replantearse toda una vía específica, autóctona,
monarquía ocurre en Cuba, es un proceso para mantener la independencia, la soberanía, la salud sin medicamentos, con pocos medicamentos, la comida y el carácter más o menos igualitario que tiene la sociedad que está creciendo. Y para hablar de la prensa cubana, tengo un compañero que decía que la principal calidad de Granma era que era intemporal, porque se podía leer ayer, hoy, mañana, dentro de 10 años, dentro de 50 años. La intemporalidad de Granma, de verdad que yo creo que necesitan hoy día la democracia, y eso yo no lo pensaba hace 30 o 40 años, como resorte imprescindible para desarrollar un modelo que sea un modelo cubano de sociedad. Tu résumes ou... Oui, pour résumer l'intervention de Jean, je salue. Il disait que ce qui advient en ce moment à Cuba, ce n'est pas du socialisme, que Cuba défend des positions fortes au niveau de ses principaux acquis, qui sont la souveraineté nationale, système de santé, etc., mais que ce n'est pas du socialisme et que la démocratie cubaine a besoin de renouveler en quelque sorte son modèle. Et il racontait l'anecdote de l'un de ses amis qui, en parlant du Granma, le journal donc officiel du Parti communiste cubain, est intemporel puisqu'on peut le lire, celui d'il y a 20 ans, on peut le lire aujourd'hui, c'est le même, enfin il vaut pour l'actualité d'aujourd'hui, inversement d'une certaine manière. Voilà, pour faire écho à ce que disait Leonardo Padura sur la nécessité de repenser le journalisme, je pense. Voilà. Y estas cosas se consiguen si se piden. Yo en aquel entonces era muy dogmático, compañero Padura. Voilà, donc une autocritique de Jean qui a été très dogmatique à un moment de sa vie, mais c'est fini. Et qui considère que... Tú vas a ser dogmático hasta la muerte, Jean Ortiz. No, era jugando. Et donc qui considère que Leonardo Padura, pour toute son activité d'écrivain, de romancier, de grand journaliste, mérite 20 fois, 100 fois le prix Nobel de littérature. Voilà. Avec Paco Ignacio Taibo. Bueno, hay una parte, voy a cambiar el tema porque lo que dice Jan, yo me pone un poco, es difícil ponerme rojo con mi color de piel, pero él me pone un poco rojo. Donc c'est difficile pour moi de rougir, étant donné ma couleur de peau, mais quand même je rougis. Que hay un tema que, y con esto, bueno, terminamos, que creo que también es importante, y es de qué manera la práctica del periodismo me alimentó en el conocimiento de realidades que después yo he llevado a la literatura. Oui, un thème vraiment important sur lequel je tiens à insister, peut-être finir avec ce thème, c'est de quelle manière le journalisme, la pratique de l'écriture journalistique m'a en quelque sorte nourri sur la connaissance sociale, la connaissance de la société cubaine en profondeur. Eso por una parte. Y por otra, cómo las estrategias de investigación periodística me han servido como estrategias de investigación para escribir mis novelas. Et d'autre part, à quel point les techniques d'investigation, du journalisme d'investigation, m'ont servi dans mes propres recherches pour écrire des romans. Una de mis novelas, la que se llama La cola de la serpiente, es una historia que ocurre en el barrio chino de La Habana. L'un de mes romans, qui est La cola de la serpiente, est un roman qui se déroule dans le quartier chinois de La Havane. Esa es una novela que yo logré escribirla porque en los años 80
hice una larga investigación sobre la historia del barrio chino de La Habana. Je n'ai pu écrire ce roman que parce que dans les années 80, j'ai mené une grande enquête sur ce quartier chinois de La Havane pour mon travail de journaliste. Conocí no solamente la historia, sino también pude conocer el carácter de esos emigrantes chinos que habían permanecido en Cuba. Non seulement je me suis familiarisée avec l'histoire de ce quartier chinois, mais aussi avec la façon de penser de ces émigrés chinois donc, qui ont peuplé ce quartier de La Havane. Porque ese emigrante chino que llegó a Cuba tenía unas características muy peculiares. Cet émigré chinois qui est arrivé à Cuba avait des caractéristiques très particulières. Eran emigrantes chinos que venían, como casi todos los emigrantes, con el propósito de enriquecerse. Ces émigrés venaient avec, pratiquement comme pour tous les émigrés, dans le but de s'enrichir, de devenir riches. Pero, por supuesto, venían, en Cuba existe una frase que dice, lo engañaron como un chino Manila. Venían todos engañados, nunca se hicieron ricos. Voilà, alors on les a tous trompés, ils ne se sont jamais enrichis. Il y a un proverbe à Cuba qui est absolument intraduisible. Lo engañaron como un chino Manila. On l'a trompé comme un chinois de Manila. Y esos chinos, cuando se vieron imposibilitados, era una emigración fundamentalmente masculina. Y cuando se vieron obligados a quedarse en Cuba, pues bueno, muchos de ellos crearon familia. Voilà, ça a été principalement une immigration masculine et quand ils se sont vus rester pendant très longtemps à Cuba, eh bien, évidemment, la plupart d'entre eux ont fondé des familles à Cuba. Esos chinos que estaban en el estrato más bajo de la sociedad, pues por supuesto encontraron compañeras en los estratos más bajos de la sociedad. Évidemment, ces émigrés qui occupaient les positions les plus humbles dans la société se sont mariés, ont trouvé des compagnes qui faisaient également partie des couches les plus basses de cette société, des plus humbles. Y entonces por eso hubo tantos matrimonios de chinos con negras cubanas. C'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup d'unions entre les Chinois et des femmes cubaines noires. Ahí se produjo un milagro genético. Et c'est là que se produisit une sorte de miracle génétique. Porque crearon a uno de los seres más bellos que ha poblado la galaxia. Le résultat de ces unions est un des êtres les plus merveilleux, les plus beaux que l'on ait jamais vus dans la galaxie. Que es la mulata china. Una mulata china es una cosa espectacular. Qui est donc la mulâtre chinoise, qui est quelque chose d'absolument spectaculaire. No, pero realmente ocurre algo que es muy significativo, y es que los hijos de esos chinos son asiáticos en sus rasgos, pero culturalmente solo cubanos. Et plus sérieusement, ce qui retient beaucoup l'attention, c'est que les enfants de ces unions entre des Chinois et des Noirs ont des traits asiatiques, mais sont 100% cubains dans leur façon d'être. Los padres chinos, el hombre chino, trabajaba 14 y 16 horas al día, y el niño se criaba con la madre cubana. Les pères donc, de ces enfants nés de ces unions travaillaient entre 14 et 16 heures par jour et ils étaient élevés donc, par les mères cubaines, ces enfants. No aprendían ninguna costumbre china, no aprendían el idioma chino, se criaban como niños cubanos. Voilà, ils n'ont pas appris les coutumes chinoises ni la langue chinoise. Ils étaient élevés strictement par des cubaines et à 100% comme des petits cubains. Y por eso esos chinos, la huella que dejan en Cuba es totalmente folclórica, no es una huella integrada a la cultura cubana.
C'est la raison pour laquelle il laisse, ces émigrés chinois, une marque complètement folklorique à Cuba, qui n'est pas intégrée tout à fait à la culture cubaine. El periodismo me permitió entender cosas como estas para poder escribir la novela que yo quería escribir. Et c'est vraiment le travail d'enquête journalistique qui m'a permis d'approcher cette réalité, de la comprendre et de l'intégrer, de la développer dans mes romans ultérieurement. A lo mejor en otro contexto, otro escritor podía haber escrito una novela policial de una mafia china en una ciudad. Peut-être un autre écrivain aurait pu écrire dans un autre contexte un roman sur la mafia chinoise de ce pays. Esos hijos de chinos cubanos son delincuentes cubanos, igual que otros cualquiera. Ces enfants donc de Chinois et de Cubaines sont des délinquants comme les autres, d'une certaine manière. Incluso, y esto es muy interesante, la mayoría, como son hijos de negras, son practicantes de religiones afrocubanas. Entonces son casi chinos, practicantes de religiones yorubas. Alors, le fait le plus marquant également, c'est que la majorité de ces enfants, ayant été élevés par des mères donc cubaines noires, sont aussi pratiquants des religions afro-cubaines yoruba. Y este tipo de descubrimientos, de conocimientos de una realidad a través del periodismo, pues puede servir después cuando uno dramatiza esas historias en una novela. Et c'est l'approche vraiment de cette réalité, de ces subtilités à travers l'enquête journalistique qui permet après le développement, la dramatisation de certaines situations dans l'écriture romanesque. Toda mi literatura está llena de momentos que son aprendizajes hechos a través del periodismo. Toute ma littérature est pleine de ces moments d'apprentissage qui sont vraiment dus au travail journalistique d'enquête. Yo creo que el hecho de haber sido y de seguir siendo periodista ha sido para mí una enorme ganancia, una gran ventaja. Vraiment, le fait d'avoir été et de continuer d'être journaliste a été pour moi un apport considérable dans mon travail de romancier. Por eso nunca reniego de mi trabajo como periodista y al contrario, siempre he tratado de hacerlo con la mayor dignidad posible. C'est pour cela que je ne renie jamais mon travail de journaliste, bien au contraire. J'ai toujours essayé de l'exercer, je continue de l'exercer avec la plus grande dignité possible. Sigo pensando, como lo han pensado otros grandes escritores, que el periodismo puede ser un camino hacia la literatura. Je continue de penser, comme l'ont pensé beaucoup d'autres écrivains avant moi, que le journalisme est un chemin vers l'écriture et vers la littérature. Lo pensó y lo practicó Hemingway, lo pensó y lo practicó Gabriel García Márquez y tantos otros ejemplos que podemos mencionar. C'est ce qu'ont pensé et pratiqué des écrivains et journalistes comme Hemingway ou Gabriel García Márquez. Por lo tanto, creo que la práctica del periodismo para el aspirante a escritor puede ser una práctica muy beneficiosa. Par conséquent, je considère que la pratique du journalisme pour un aspirant à l'écriture, au métier d'écrivain, est quelque chose de fondamental, de très profitable. Y termino diciendo esto. No he repetido por gusto varias veces al referirme al periodismo. Et je termine en disant, je n'ai pas répété pour rien plusieurs fois quand j'ai fait référence au journalisme La palabra dignidad. Le mot de dignité. Creo que es un oficio que hay que asumirlo con dignidad. Je crois que c'est un métier qu'il faut exercer et assumer avec beaucoup de dignité. No solamente con respecto a la realidad, sino también con respecto al oficio, a la escritura. Non seulement par rapport à la réalité qu'il s'agit de raconter, mais par rapport au travail d'écriture. Eso puede tener resultados beneficiosos para quien practique
el periodismo. Muchas gracias. Et cela donc peut avoir de très bons résultats pour celui qui entreprend de pratiquer l'écriture journalistique. Merci beaucoup. Je pense qu'en tant qu'organisatrice d'un colloque sur les relations entre journalisme et roman noir, je suis comblée vraiment par cette rencontre, qui est vraiment formidable, une réflexion très très profonde sur ces relations. Est-ce qu'on peut prendre un tout petit peu de temps pour des questions dans le public, d'éventuelles questions, ou on passe à la séance de dédicace Oui. S'il y a des questions dans le public, n'hésitez pas. Avant de... alors, oui. El tema de... Es el coloquio de congreso. Pero en su obra también hay mucha influencia de la historia. La historia es encuesta. La etimología de la historia es encuesta. Y entonces, bueno, ¿nos puede explicar la parte de la historia, por ejemplo, en los ejes, si trabaja en archivos? ¿Qué es para usted la encuesta del periodismo, la encuesta de la historia? Alors oui, il faut que je traduise la question. Alors il est beaucoup question d'histoire avec un grand H. Dans les romans de Padura, l'étymologie d'histoire, historia, c'est l'enquête. Donc la question de madame, c'est de savoir comment un peu Leonardo Padura travaille-t-il ce thème, comment se documente-t-il, quelle est la part de travail d'historien dans ses romans. Sí, decía hace muy poquito que muchas de las estrategias que yo utilicé para hacer las investigaciones periodísticas después me sirvieron para hacer las investigaciones para escribir mis novelas. C'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure, que c'est les stratégies que j'avais au point d'enquête journalistique m'ont beaucoup servi dans mes enquêtes pour mon travail de romancier. Tanto en el trabajo con las bibliografías como en el trabajo de campo. Alors, tant sur le travail lié aux bibliographies que sur le travail de terrain. Cuando uno enfrenta un tema histórico, por ejemplo, ese personaje del proxeneta cubano del que ya hablaba al principio murió en 1910. Quand on se confronte comme ça à un thème historique, par exemple, comme dans le cas de l'histoire de ce proxénète cubain, qui est mort donc en 1910. Yo tuve, por supuesto, que hacer una investigación en archivos periodísticos, judiciales, para poder saber elementos de la vida de este hombre. J'ai dû donc mener tout un travail d'enquête dans les archives judiciaires, policières, etc., pour en savoir plus sur l'histoire de la vie de cet homme. Pero también tuve que caminar por las calles donde él se movió en La Habana Vieja y oír los mitos, e incluso me encontré con una persona que lo recordaba, todavía era un niño y lo recordaba, y me dio una imagen de ese hombre, cómo lo podía ver un niño. Mais l'autre partie de ce travail d'enquête a été vraiment un travail de terrain. Je me suis promenée dans les rues de Cuba, dans les rues de La Habana Vieja. J'écoutais ce qui se disait sur ce personnage. J'ai même rencontré quelqu'un qui l'avait connu quand il était tout petit et qui s'en rappelait. Donc ça faisait partie de ce travail d'enquête également. Cuando yo escribo mis novelas que tienen contenido histórico, por supuesto hay una investigación en la bibliografía que yo necesito consultar para conocer la época, los personajes. Évidemment, lorsque j'écris avec un certain contenu historique, avec un thème lié à l'histoire, il y a tout un travail de recherche bibliographique sur le sujet, un travail de recherche assez poussé sur la bibliographie. Pero también hay una parte de la encuesta que es casi periodística, que es buscar los lugares físicos donde se desarrolla la historia. Mais il y a aussi toute une partie vraiment d'enquête journalistique qui consiste à visiter les lieux physiques où a eu lieu telle ou telle partie de l'histoire, en prendre connaissance de manière réelle. Porque hay algo que es muy importante en el arte de escribir novelas. Il y a quelque chose de très très important dans l'art d'écrire des romans.
Y es que yo te voy a contar una mentira, porque el código de la novela es que yo te cuento una mentira y tú la lees como si fuera verdad sabiendo que es mentira. Évidemment, car le contrat de départ, lorsque j'écris un roman, c'est que je vais te raconter un mensonge et que tu sais que ce mensonge fait partie du monde de la fiction, que c'est le contrat entre toi et moi, lecteur. Pero si yo te digo en una novela que la Torre Eiffel es de madera y tiene comején en la base, tú me dices, pero qué mentira me está contando este. Évidemment, si dans un roman, je te dis la tour Eiffel est construite en bois et il y a des mythes à la base de la tour Eiffel qui le grignotent, je vais dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Para mover a Rembrandt en la Ámsterdam del siglo XVII, yo tuve que viajar a la Ámsterdam del siglo XVII en el siglo XXI. Lorsque j'ai parlé de Rembrandt, d'Amsterdam au XVIIe siècle, j'ai dû me rendre à Amsterdam au XXIe siècle pour pouvoir évoquer ce personnage. Y por ejemplo, para mí fue uno de los momentos más importantes a la hora de escribir El hombre que amaba a los perros. Et par exemple, ça a été un des moments les plus importants pour moi dans l'écriture de L'homme qui aimait les chiens. El recorrido que hice con dos urbanistas catalanes en la Barcelona actual, buscando la Barcelona de 1930. Le travail très important d'enquête sur le terrain que j'ai fait pour ce roman, c'est un parcours, une longue promenade avec deux urbanistes catalans dans la Barcelone d'aujourd'hui, pour partir sur les traces de la Barcelone de 1930. Si tú colocas una historia de ficción en un contexto que se acerca mucho a la realidad, es más verosímil eso que tú estás contando. Si tu places ton histoire de fiction, donc ton mensonge, dans une histoire, dans une ambiance vraisemblable, cela aide beaucoup à la réception aussi de cette histoire, lui donner son caractère vraisemblable, un lieu qui a existé. Por eso, cuando uno, por ejemplo, lee, me pasó hace un tiempo, una novela de un escritor norteamericano que se desarrollaba en La Habana. Par exemple, quand on lit, comme ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, le roman d'un auteur nord-américain qui se passe à La Havane. Y me habla de las palmeras que hay en el malecón de La Habana. Digo, ¿de qué coño me está hablando? Et que cet écrivain me parle donc des palmiers qu'il y aurait sur le Malecón, qui est le front de mer de La Havane. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, cet oiseau-là? Con los vientos del norte, ahí no crece ningún árbol. Parce que là, il n'y a aucun arbre qui pousse. Y entonces empiezo a dudar de todo lo que me está contando. Et donc là, je jette la suspicion sur tout ce qu'il me raconte. Je ne crois plus rien. Por eso creo que esa investigación periodística puede ser muy útil para la verosimilitud que el novelista le debe dar a sus textos. C'est la raison pour laquelle ces longues enquêtes, à la fois bibliographiques et de terrain, sont vraiment essentielles pour le caractère vraisemblable que le romancier est tenu de donner à ce qu'il raconte. Para mí es más etnología que periodismo lo que cuenta usted. Cuando va de calle por calle, es más casi es un etnóloga, un socióloga que un periodista. Alors, l'intervention dit que le travail, qui est finalement une des parties du travail d'enquête que Leonardo Padura a raconté, est pratiquement un travail d'ethnologue ou de sociologue que d'historien. Que de journaliste. Pardon. C'est pas grave. Non, mais t'inquiète pas. T'as très bien traduit là. Tout va bien, tout va bien. C'est parfait. Donc voilà. Une autre question? Otra pregunta. Varias preguntas. J'étais assez surprise et même estomaquée par ce que vous décrivez de la société cubaine dans ce dernier livre, La transparence du temps, avec une augmentation des inégalités en se demandant comment certains jeunes obtiennent cet argent pour vivre de la manière dont ils vivent, quand d'autres vivent si pauvrement. Et même les immigrés de l'Orient qui sont dans des lieux, les Gaïpones, il dit, c'est pour
j'arrive pas à comprendre que cette société en soit arrivée là. Momento. Sí, yo se ha sorprendido mucho con la lectura de tu última novela, sobre todo con la descripción que haces de la las desigualdad. Desigualdades. el nivel de crecimiento de esas desigualdades y Como hay chicos que viven con tanto y al lado los poblados, los orientales. sí, y particularmente la situación de los Pero orientales. la cita del principio, ¿no? O sea, Sí, increíble. exactamente. Sí, eso es una realidad que existe en Cuba en estos momentos. Alors c'est une réalité qui existe en ce moment à Cuba. Y es una de esas realidades que a veces no aparece o casi nunca aparece en los periódicos cubanos. Et c'est une réalité qui n'apparaît pratiquement pas dans les journaux cubains. La sociedad igualitaria que se trató de construir en Cuba ha ido perdiendo esa cualidad. La société égalitaire, qui était le principe de la construction de l'État socialiste à Cuba, a perdu ce principe de vue, manifestement. Y aparecen entonces estos destellos de riqueza y estos bolsones de pobreza. Et donc apparaissent ces espèces d'écarts entre des gens extrêmement riches et de grandes poches de pauvreté qui s'agrandissent. Es un drama actual de Cuba. C'est un drame de Cuba actuellement, un vrai drame. C'est aussi un drame dans bien d'autres pays. Dice pasa lo mismo en otros países. No, claro, claro. Pero es que en Cuba eso se había superado. Évidemment, mais le problème, c'est qu'à Cuba, ces inégalités flagrantes avaient été surmontées. Enfin, le problème des inégalités avait été résolu à un moment donné de l'histoire de Cuba. ¿Había otra pregunta más? Una pregunta y luego dejamos tranquilo. Pero bueno, gracias. Usted ha evocado la necesidad de alguna forma reformar o replantear o repensar el periodismo cubano. Si podría dar alguna línea de cuál debería ser esa dirección, si esto ha sido realmente hecho en algún sitio. Y ya que ha dicho que conoce la realidad de los medios de comunicación en España, si hay algún medio de comunicación que le interesa especialmente hoy en día. Si. Alors, la question porte sur la nécessité, selon Padura, de réformer de repenser le journalisme à Cuba. Et est-ce qu'il aurait une idée à ce sujet? Quelle direction, selon lui, il devrait prendre? Et est-ce que ce journalisme a-t-il été repensé dans la direction qu'il indique dans un autre pays, par exemple, et notamment en Espagne? Mira, creo que para hacer esa reflexión sobre la prensa cubana, lo primero que hace falta es voluntad política. Voilà, pour ce travail de réflexion sur le journalisme, la première chose nécessaire est une volonté politique. No tengo una respuesta para decirte cuáles deben ser los métodos, los mecanismos para lograr esa renovación de la prensa cubana. Je n'ai pas de réponse pour te dire vraiment quelles sont les pistes, quels sont les mécanismes qui devraient véritablement être retravaillés, repensés, très exactement. Pero tiene que haber evidentemente una mayor cercanía entre cómo vive la gente y cómo se expresa en la prensa la vida de la gente. Mais évidemment, ce qu'il faudrait, c'est une plus grande proximité entre la vraie vie des gens et la manière dont cette vie est rapportée dans la presse. C'est vraiment le cœur du travail à mener. Por otra parte, no me gusta juzgar realidades en las que no vivo. Par ailleurs, je n'aime pas vraiment juger les réalités dans lesquelles je ne vis pas au quotidien. Yo visito España con mucha frecuencia, paso semanas, a veces meses en España, pero no vivo en España. Je me rends en Espagne très fréquemment, j'y passe des semaines, voire des mois parfois, mais je n'y vis pas au quotidien. Yo hace muchos años soy un lector del periódico El País. Je suis un lecteur du journal El País depuis de très nombreuses années.
Y lo que voy a decir ahora, yo creo que lo sabe el periódico El País. Et ce que je vais dire, je pense que le journal El País le sait lui-même. El País de hace 20 años no tiene nada que ver con el País de ahora. El País d'il y a 20 ans n'a plus grand-chose à voir avec le journal El País d'aujourd'hui. Y creo que es un fenómeno en el que influyen muchísimas razones. Et c'est un phénomène qui a de nombreuses explications, de nombreuses raisons. Hace 3 años yo estaba en una comida en Buenos Aires con el director del periódico El Clarín. Il y a quelques années, j'étais à un dîner avec le directeur du journal Clarín, journal argentin, donc à Buenos Aires. Y él me decía, nos quedan 5 años de la edición de papel. No pasamos de 5 años. Et il me racontait, donc le directeur de Clarín, il ne nous reste plus que 5 ans de vie à l'édition papier de ce journal. On n'a plus que 5 ans à vivre. Parece que le van a quedar algunos más de 5 años. Il semblerait qu'il va avoir un petit sursis, il aura quelques années de plus. Pero estamos ante una revolución que los medios de prensa no pensaron nunca que iba a ser de la profundidad y de la amplitud que ha sido. Mais nous sommes face à une révolution que les médias n'ont jamais anticipé le moins du monde. Ils n'auraient jamais imaginé la rénovation du journalisme. Enfin, hace unas pocas semanas, uno de los mejores periódicos en lengua española que existía fue cerrado, que fue el New York Times en español. Il y a quelques semaines, un des journaux les plus importants en langue espagnole, le New York Times, une édition espagnole, en espagnol, donc, a fermé la porte. Enfin, Es una crisis que recorre toda la prensa, una crisis que ojalá sea una crisis de crecimiento y no una crisis de empobrecimiento, que es lo que estamos viendo ahora mismo. C'est une crise qui touche de plein fouet toute la presse et on ne peut qu'espérer que ce soit une crise qui permette une sortie vers le haut, d'une certaine manière, un renouveau de la presse et non pas un appauvrissement général de la presse comme c'est le cas actuellement plutôt. Bueno, muchas gracias a todos. Merci beaucoup. Una última pregunta. Una última, chiquitita. Alors, la dame voudrait savoir comment lui est venue l'idée à Leonardo Padura d'écrire un livre comme El hombre que amaba los perros, qui effectivement n'a rien à voir avec la série des Mario Conde, hein, puisqu'il retrace la vie de l'assassin de Trotsky. Se me ocurrió escribir esa novela por mi ignorancia. C'est donc mon ignorance qui m'a poussé à écrire ce roman. En Cuba no era posible saber absolutamente nada de quién había sido Trotsky. À Cuba, il était impossible d'avoir quelque information que ce soit sur qui avait été Trotsky. Y eso fue lo que desde hace muchos años me intrigó de ese personaje. Et c'est ce qui m'a intrigué, hein, au point de me mettre à écrire ce livre. Y después, cuando supe que su asesino había vivido los 4 años finales de su vida en Cuba y que era una persona con la que yo pude haberme cruzado por la calle. Et lorsque j'ai appris que l'assassin de Trotsky avait passé les 4 dernières années de sa vie à Cuba, et que c'est une personne que j'aurais pu croiser dans la rue, pues empecé de alguna manera a pensar en que podía escribir esa novela. Donc j'ai commencé à ce moment-là à me dire, tiens, je pourrais peut-être un beau jour écrire un roman sur ce sujet-là. Pero pasaron años y pasaron muchas lecturas
que me fueron llevando a escribir ese libro. Mais avant d'écrire ce livre, il y a eu beaucoup de lectures, énormément de lectures avant d'arriver à ce travail d'écriture. C'était des années. Y lo que sí no estoy de acuerdo con usted es que esa novela no ocurre en Cuba. Et je ne suis pas d'accord avec vous pour dire que ce roman ne se passe pas à Cuba. Es una novela que se desarrolla en muchos escenarios, pero todo sale de Cuba y regresa a Cuba. C'est un roman qui évidemment multiplie les lieux, hein, mais qui part de Cuba et qui revient à Cuba. Al punto de que creo que, por ejemplo, si un escritor español hubiera escrito, o un escritor peruano o argentino hubiera escrito esa novela, hubiera sido completamente distinta. Au point que si c'était un écrivain péruvien ou argentin qui avait écrit ce roman, le résultat en aurait été tout à fait différent. Sin la experiencia de haber vivido en Cuba y de ser un escritor cubano, esa novela no existiría de la manera en que existe. Sans l'expérience d'avoir vécu à Cuba et d'être un écrivain ayant vécu et vivant encore à Cuba, ce roman aurait une toute autre allure, en fait. Il n'existerait pas sous cette forme. Pasa en Rusia, pasa en México, pasa en España, pero todo pasa en Cuba. Le roman se passe à Cuba, en Russie, en Espagne, mais tout se passe à Cuba, au Mexique. Muchas gracias.